Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 20h. On embrasse Cécile de Ménibus qui est absente aujourd'hui mais qu'on retrouvera demain. Notre grand débat, sondage IFOP avec des chiffres terrifiants. 38% des musulmans français approuvent toute ou partie des positions islamistes, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Et on vous pose cette question, l'islam radical est-il en train de s'imposer dans la société française? Vous dites oui à 83%. Et moi je dis que quand on voit les chiffres de ce sondage, oui, on peut dire qu'une contre-société est en train de se créer. La question du soir, réunion de crise à l'Elysée pour lutter contre le narcotrafic. Une réunion au cours de laquelle Emmanuel Macron a demandé d'amplifier le combat contre ce fléau. Et on vous pose cette question, l'État français peut-il être plus fort que les narcotrafiquants? Eh bien vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je pense qu'en l'état actuel de notre droit, l'État français est incapable d'être plus fort que les narcotrafiquants. Juste une info pour le 0826 300 300. On a beaucoup d'appels, laissez sonner un petit peu, patientez quelques secondes, une dizaine de secondes, et là, ça devrait arriver à marcher parce qu'on a beaucoup d'appels en ce moment. Avec nous ce soir dans Les Vraies Voix, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, bonsoir. Coucou, cher Philippe, ça va? J'espère bien, que et tout le monde vous? va bien. Oui, parfait. Et Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI, bonsoir. Bonsoir. Et je tiens à remercier un auditeur fidèle, Domenico, qui a tweeté ceci. Soutien amical à Philippe David, qui sera le seul homme ce soir. Un bisou à la première dame Cécile de Ménibus. Et si je peux envoyer un Xanax à Françoise Degois, histoire qu'elle ne maltraite pas trop Philippe et Bérangère, avec un grand éclat de rire. Ouais. Vous voyez la réputation que vous avez. Oui, je pense. J'aimerais bien que de temps en temps vous lisiez des textos qui sont favorables à ma personne. J'en ai un peu marre d'être enfermé dans le rôle de la dragonne, vous voyez. Parce que si vous commencez l'émission comme ça, la dragonne gauchiste, vous voyez, le truc, il en reste une dans cette radio, c'est moi. Donc si vous commencez le truc comme ça, en fait, je vais être terrible jusqu'à la fin de l'émission. Justement, c'est ce qu'on attend. Voilà. Allez, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. C'est un sondage IFOP qui donne des chiffres impressionnants. 57% des femmes et 45% des hommes musulmans de moins de 35 ans refusent de serrer la main ou de se faire soigner par l'autre sexe. Et 82% des jeunes musulmans pensent que la religion surpasse la science sur la question de la création du monde. Et on vous pose cette question, l'islam radical est-il en train de s'imposer dans la société française? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Malik Bezou, essayiste spécialiste de l'islam, auteur des livres France Islam, le choc des préjugés et ils ont trahi Allah. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous faire réagir, je vais demander leur approche aux vraies voix. Françoise Degois, ce sondage, il vous fait peur? Non, pas du tout. Je l'ai lu, je l'ai épluché parce que j'ai eu la chance de l'avoir en avant en première. En réalité, il est très intéressant parce qu'il dit deux choses. D'abord, tous les adeptes de la grande théorie du grand remplacement devraient être un peu douchés dans leur enthousiasme. Il n'y a pas plus de grand remplacement que de beurre en barre. Il y a 7% de la population à peu près française qui est musulmane et en tout cas qui est d'origine, en tout cas extra-européenne et d'origine plutôt maghrébine ou arabo-musulmane. Le deuxième point, donc ça c'est très important, vraiment de bien mettre le cadre, parce que quand 7% sur 68 millions, ça va faire 4 millions, c'est ça, 4 millions et demi. C'est ça, c'est les chiffres. Mais c'était plus avant, c'est bizarre. Écoutez, lisez le sondage. Oui, mais... Quand on entend votre présentation, on a l'impression que nous sommes dans un, comment dirais-je, une espèce de flot général. Dans cette proportion-là, c'est un sondage très solide, parce qu'il est fait sur 15 000 personnes. 15 000, c'est énorme. Hein. C'est pas des échantillons, c'est avec une méthodologie très robuste. C'est nos copains de l'IFOP, on les connaît, ils sont très sérieux. Deuxième, je termine. Dans cette part-là, il y a effectivement une prise, et là, c'est là le sujet. Et là, je vous rejoins. Il y a une prise très forte de l'islam radical. Voilà, qui est de l'ordre de 30%. Donc ça, c'est ça. Mais il faut bien comprendre que c'est pas sur 67 millions de Français, c'est sur ce sujet-là, sur ces 7 ou 8 millions de gens, il y a une prise très forte de l'islam radical. Donc, ça change un peu la présentation du sujet. Mais 7-8 millions, ça fait plus de 7%. Parce que 10%, c'est 6,8%. Mais oui, on est à 7%. Écoutez, Philippe, donnez tous les termes du sondage. Moi, je veux bien qu'on fasse des études. Mais si dans ces cas-là, on lit tout le sondage. Non, c'est plus important. Si je peux parler, voilà. nous avons
un spécialiste, donc lui parlera en tant que spécialiste. Moi, je remarque deux choses. La première, c'est refuser de serrer la main, refuser d'être soigné. C'est des comportements qui n'ont pas lieu d'être. Tu es libre de ne pas vouloir serrer la main, mais je suis libre de ne pas t'embaucher. Tu es libre de ne pas vouloir être soigné par un homme ou par une femme. Tu es libre donc de repartir. C'est la chose sur laquelle on doit être très ferme et jamais négocier. Après, il y a beaucoup de jeunes, et en tant que mère, je pense qu'il y a aussi des effets où les enfants ont besoin de provoquer. Parfois, on vous dit que la meilleure chose est d'ignorer. Donc, est-ce qu'en permanence, parler de l'islam et parler de ce problème-là, est-ce que ça n'encourage pas une partie de la jeunesse qui n'a pas d'autre chose d'exister que par là? Donc, je suis... Vraiment, vous le savez, je suis assez partagée. Après, en tant que catholique pratiquante, et je le suis, on a appris la laïcité à coups de marteau sur la tête depuis 1905, et c'est bien. J'avais des profs qui étaient tous de gauche, qui se foutaient tous du pape, et ça me paraissait normal, parce que l'école est laïque et républicaine, donc j'espère que les musulmans vont arriver comme moi à avoir la foi, mais la foi, elle reste à la maison. Parfois, on a même un peu honte, parce que c'est pas très glamour d'avoir la foi à 17 ans, je trouve. C'est un peu ringard d'aller à la messe. Et que finalement, ils arrivent à re-rentrer là-dedans. Ta religion, elle reste chez toi, elle n'est pas à l'école, elle n'est pas dans la voie publique. Les catholiques qui sont arrivés, j'espère que les musulmans vont y arriver. L'église chez elle, l'État chez lui, comme disait Victor Hugo. C'est vrai. Malik Bezou, ce sondage, il vous fait peur à vous ou pas? À la vérité, il ne m'étonne pas. Parce que sur le terrain, déjà, on en avait parlé. Il y a une poussée... Je préfère appeler un chat du salafisme. C'est-à-dire une lecture ultra rigoriste, en rupture, même séparatiste vis-à-vis de la société française, de ses valeurs, etc. Le fait de ne pas serrer la main, le fait de ne pas fêter les anniversaires, le fait de considérer que c'est un péché d'écouter de la musique, etc. Donc tout ça crée une contre-société de fait, et qui n'adhère pas à la société globale. Et ça, on le doit fondamentalement à cette poussée du salafisme qui a été diffusée par les États du Golfe dans les années 70-80, avec le soutien massif des États-Unis d'ailleurs, et aujourd'hui à coup de milliards de pétrodollars. Oui. Donc il faut bien voir, si vous regardez les photos des mondes arabes musulmans dans les années 30, 40, 50, il n'y avait pas une seule femme voilée. C'est vrai. Il y a même des vidéos notamment de Nasser, le président égyptien, qui se moquait en disant que c'était totalement arriéré. Exactement, il se moquait de vive voix, et effectivement. Mais surtout, ce qui est flagrant... Bourguiba, même en Tunisie d'ailleurs. Atatürk en Turquie, c'est beaucoup plus vieux, mais il y avait également cette... Alors Atatürk était dans une approche beaucoup plus radicale et très hostile vis-à-vis vis-à-vis même de la religion en général. Bien sûr. Donc on a cette poussée du salafisme qui a été diffusée massivement dans tout le monde musulman. J'allais dire, on en paye aujourd'hui la facture, parce que, comme l'a dit ici notre ami, l'islam, malheureusement, n'a pas connu une grande réforme. L'Église catholique, le christianisme, je parle du catholicisme, je parle sous votre contrôle, via Vatican II, a fait une grande réforme. Et puis la loi de 1905, effectivement, les catholiques étaient sommés, presque à coups de massue, de marcher dans le rang. On envoyait l'armée arracher les crucifix dans les salles de classe. Oui, puis on envoyait les réfractaires, etc., en Guyane. Le monde musulman n'a pas connu de réforme. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas eu de réforme, où on a une poussée fondamentale du salafisme. Le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix, vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Françoise Degois et Bérangère Dubu. Notre grand débat du soir suite à ce sondage IFOP, l'islam radical est-il en train de s'imposer dans la société française? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 83%. Avec nous, Malik Bezou, essayiste, spécialiste de l'islam, auteur des livres France Islam, le choc des préjugés et Ils ont trahi Allah. Françoise Degois, une question pour Malik Bezou? Moi, j'aime beaucoup Malik Bezou parce qu'il était déjà venu dans cette émission et il pratique cet islam que j'aime infiniment, qu'on retrouve évidemment beaucoup au Maroc, on retrouve également au Sénégal, avec cette façon très intelligente qu'ont eu les Sénégalais finalement d'étouffer toutes les pulsions, pour le moment en tout cas, les poussées islamistes, avec ces deux grandes congrégations soufis qui se réunissent. J'avais participé à un de ces événements, c'est juste extraordinaire de voir ces congrégations soufis et cet islam profond, cet islam doux, cet islam ouvert, en réalité arrive complètement à éteindre le feu de l'islamisme. Donc je suis ravi que Malik soit là. Moi, je ne partage pas je partage la lucidité de voir à quel point il y a ce travail véritablement toxique et pestilentiel de l'islamisme radical. Mais je pense que la société française a vraiment ses anticorps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Dans l'absolu, moi je suis confiant et je sais que nous passons par une phase difficile avec du recul. Je dirais qu'aujourd'hui, cette lecture radicale de l'islam, je préfère parler de salafisme. Oui, soyons clairs, oui. Et le tombeau de l'islam comme... Alors c'est une façon de parler, quand je dis le tombeau de l'islam, c'est que tôt ou tard, on va avoir un phénomène de rejet et de reflux. Par cette lecture intégriste, fondamentaliste, sectaire, tôt ou tard débouchera sur une grande réforme avec des flux massifs de gens qui vont quitter l'islam. D'ailleurs, aujourd'hui, on constate ce qu'on appelle des apostats qui ouvertement disent qu'ils quittent l'islam. Donc on vit les heures noires de l'islam pour vous dans l'histoire, dans la grande histoire des religions. Oui. Le catholicisme a vécu ses heures noires, a vécu évidemment son inquisition, a vécu sa folie torquemadesque, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Est-ce que c'est ça? Vous faites le parallèle? C'est exactement ça. Je suis persuadé que peut-être dans un siècle, dans 2 siècles, c'est un temps long, parce que l'islam est une jeune religion relativement au christianisme. Elle a 1400 ans, grosso modo. Aussi, donc au XVe siècle, en Europe, le christianisme, en tout cas l'Église, n'était pas forcément extrêmement tolérante. Ah bah non. Donc, et puis aujourd'hui, le monde musulman, et c'est très complexe. Enfin bref, on n'a pas eu de réforme et ça va venir. Il faudra du temps. Bérangère Dubé. Je vous dirais juste deux choses. La première, sur le catholicisme, je disais que nous, dans l'Évangile, le Christ l'a dit, rends à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Le catholicisme est une religion, finalement, qui n'est pas politique. Donc la première différence est là. L'islam est politique de nature. Le catholicisme est une foi, puisque le Christ le disait, mon royaume n'est pas de ce monde, je ne suis pas le roi de ce monde. Donc il y a cette différence fondamentale où c'est plus facile de remettre à ta place des gens qui sont dans une religion, dans un système politique. La seconde question que je vous pose, vous dites que c'est les pays du Golfe qui ont massivement investi dans ce salafisme, qui ont financé. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les pays du Golfe, finalement, vont presque en arrière. Les femmes conduisent, les femmes travaillent, les femmes se dévoilent. Donc finalement, les pays du Golfe auraient implanté cet islam radical, mais eux-mêmes, aujourd'hui, avec du recul, j'ai l'impression, repartent en arrière et sont beaucoup plus légers que ce qu'on peut voir en France. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors pour la deuxième partie de la question, effectivement, en Arabie Saoudite, on a des évolutions notables, on a pris du recul. Dans les années 70-80, le wahhabisme était un véritable outil d'influence pour étendre l'influence du royaume saoudien dans tout le monde musulman. Aujourd'hui, on fait marche arrière parce qu'on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte que ce wahhabisme a alimenté toute la théologie des groupes extrémistes, Daesh, Al-Qaïda, etc. Ils dérivent de là. Donc ça, c'est un point, effectivement. Maintenant, par rapport à votre remarque concernant l'islam et sa dimension politique, mais là encore, c'est une lecture fondamentalement de celle des islamistes, et en particulier des frères musulmans, qui associent le pouvoir et le religieux. Mais vous avez d'autres lectures de l'islam, comme le soufisme, par exemple, le mutazilisme, qui est une lecture rationnelle des textes, et dans lesquels le politique est totalement absent. Donc, en fait, vous allez dire que vous prenez une lecture salafiste ou islamiste, frères musulmans, de l'islam. Mais l'islam, fondamentalement, ça reste une foi. Donc ça prouve juste que la seule lecture qu'on entend, comme c'est celle-là, vous voyez, même moi, je n'ai que celle-là en tête, donc ça prouve le besoin de déconstruire ça en entendant d'autres voix. Oui, et la preuve en est, dans les années 30, 40, 50, en Afghanistan, il n'y avait pas une femme voilée. Tout à fait. Et en Algérie, ça n'existait pas. Bien sûr, et au Maroc, n'en parlons pas. Oui, une dernière question, il nous reste à peine 1 minute. Il est passionnant, on le réinvite alors. Mais il est déjà venu. Une jeune musulmane sur 2 est aujourd'hui voilée, c'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. C'est de leur libre choix ou c'est sous la pression des hommes? Alors justement, j'avais fait une étude, j'ai interrogé près de 2000 femmes voilées entre 18 et 35 ans. Je m'attendais très bien à la réponse, qui est qu'en fait, c'est un choix personnel. C'est une influence extérieure. Elles vont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les imams 2.0 sont à 99% des salafistes. Et donc, face à une quête spirituelle, à une quête identitaire, elles se convertissent sous l'influence du salafisme. Et très souvent, c'est pas l'extérieur. C'est vraiment une démarche personnelle. Il reste 20 secondes. Mais tu disais tout à l'heure une chose super. L'idée de provocation pour les adolescents. L'idée, finalement, de renverser les stigmates et de les porter très puissamment. C'était ta théorie, je la trouvais excellente. Est-ce qu'il ne faut pas ignorer ces jeunes des fois qui Est-ce que ça existe, ça? Oui, ça existe. Ça existe, et beaucoup de jeunes femmes qui portent le foulard à 17, 18 ans le retirent à 25 ans. Merci beaucoup Malik Bezou, toujours un plaisir de vous avoir, essayiste, spécialiste de l'islam et auteur des livres France Islam, le choc des préjugés et Ils ont trahi Allah. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et
Et 7 mois après, les occupants d'un immeuble incendié à Colombes restent à la porte, François-Louis, on n'y croit pas. Et oui Philippe, 7 mois, dingue. vous l'avez dit, après l'incendie de leur immeuble, des habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. Le feu qui remonte au 13 avril a détruit toute la colonne électrique. Et depuis, c'est un véritable ping-pong administratif. Enedis qui tarde à intervenir, un chantier bloqué faute de chiffrage, un syndic devenu introuvable. Résultat, famille à l'hôtel, en location ou même en mobil-home, et une colère qui monte. Nous sommes avec Romain Rossilandi, qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit immobilier. Bonsoir maître. Bonsoir maître. Quand on entend ce genre d'histoires qui sont malheureusement pas rares, mais quand même abracadabrantes, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement venir en aide juridiquement à tous ces sinistrés ? C'est vrai que nous, même avocats, on est souvent démunis quand on a des dossiers comme ça qui arrivent. Là, moi, je connais le dossier uniquement par l'article que j'ai lu dans le Parisien. Mais ce qui en ressort clairement, c'est qu'il y a probablement, comme souvent, une chaîne de responsabilité. Et c'est pour ça que vous parliez de ping-pong administratif, mais souvent les responsables se renvoient à la balle. Là, je pense que le syndic de copropriété, qui représente, je rappelle, tous les copropriétaires, a une responsabilité, puisqu'il aurait dû probablement piloter le dossier, solliciter Enedis dès le début. On ne comprend pas pourquoi depuis 7 mois il ne s'est rien passé. Et puis Enedis, évidemment, a l'air aussi d'être en cause parce qu'effectivement, ils n'interviennent pas. Je rappelle que eux, ils ont une mission de service public, c'est une concession de service public, et ils ont une obligation de continuité de service public. L'électricité en fait partie, bien sûr. Donc on se pose la question pourquoi personne n'intervient 7 mois plus tard. C'est quand même assez fou. Et excusez-moi, familial hôtel en location, en mobil-home, est-ce que vous avez un recours pour vous faire indemniser quand même? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bien sûr, alors il y a les assurances aussi, j'aurais pu en parler, qui doivent jouer un rôle. Ça, il faut connaître les assurances de chacun. J'ai cru comprendre que c'était des copropriétaires pour l'essentiel occupants, donc probablement qu'ils ont des contrats d'assurance. Est-ce que ces contrats d'assurance prévoient un relogement et combien de temps le relogement est prévu? La plupart des contrats pour ce type d'accident, c'est en général 1 an de relogement. Ah oui. Mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Là, j'ai un dossier à Paris, c'est pas un incendie, mais c'est des infiltrations d'eau importantes, etc. Mes clients ont été relogés pendant 1 an par l'assurance. Mais aujourd'hui, l'immeuble n'est toujours pas hors d'eau et hors d'air, donc ça fuit encore, et l'assurance arrête de rembourser, et donc mes clients doivent se loger par leurs propres moyens. Ah oui. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour tous ces gens-là, mais probablement qu'ils ont mal assuré ou alors qu'ils n'ont pas fait les déclarations de sinistre qu'il fallait faire. Une question, Bérangère Dubu. En fait, la question, c'est que alors le problème administratif, c'était tellement français finalement, puisqu'on ne peut rien faire. Ça, c'est le drame de la France surtout, donc on ne peut pas reconstruire ni réparer un immeuble. Le problème, c'est comme c'est une copropriété, les individus peuvent être assurés eux-mêmes avec leur assurance propriétaire, mais qui ne couvre que l'intérieur de l'appartement, et ça ne couvre pas l'extérieur. Toutes les parties communes, c'est le syndic. Et donc, si le syndic est mal couvert, etc., c'est très compliqué. Ne parlons pas des locataires qui doivent être relogés aux frais de leurs propriétaires. C'est quand même fou aujourd'hui qu'on soit dans cette situation, mais c'est français, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Je vous rappelle, je crois, maître, dites-moi si je me trompe, que dans le cas de la garantie pas la décennale, la dommage ouvrage, le problème doit être réglé en 3 mois normalement. Est-ce que c'est ça? Une réponse en 30 secondes. Là, en l'occurrence, on ne sait pas parce que c'est la décennale et la dommage ouvrage, c'est pour les travaux neufs. C'est ça. Pour un immeuble. Dans les 10 ans qui suivent la réception. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre finalement à tout type de sinistre où, quelles que soient les assurances, en 3 mois, on doit régler un litige comme c'est le cas dans le neuf? Ouais, ça sera un rêve. Ça sera un rêve. Les dossiers d'assurance qui traînent, les assureurs qui se renvoient à la balle, etc. Moi, j'ai des dossiers qui durent plusieurs années. Et là encore, il n'y a même pas d'expertise judiciaire. Si vous passez au judiciaire avec une expertise judiciaire, vous êtes parti pour 3 ans. Ah oui. Alors, c'est ubuesque, en fait. Pauvres personnes de Colombes, elles sont franchement mal barrées, vous me passerez l'expression, et on leur envoie tout notre soutien. Dans quelques instants, le tour de table de l'actualité, Françoise Degois. Eh bien, je vais parler de notre fragilité par rapport aux serveurs. Twitter en panne, Doctissimo en panne pendant des heures, incroyable. Bérangère Dubu. Oups, Amélie de Montchalin a perdu 10 milliards et ne sait pas où ils sont, donc ça me surprend. Et mon tour de table, la chute d'Édouard Philippe. Oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par Vraie Voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Françoise Degois et Bérangère Dubu. Et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des 2 connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table de l'actualité. Et Françoise Degois voulait nous parler de panne d'informatique et on en a tous été victimes ces derniers temps. Oui, alors ça me paraît quand même une multiplication totalement dingue. Vous vous souvenez
je pense que c'était il y a à peu près un mois, le serveur, c'est-à-dire tout le cloud, ce qu'on appelle le cloud d'Amazon, qui permet notamment à McDonald's, on va donner les marques, qui permet à des très grandes marques, et à commencer par Amazon, si vous voulez, de faire les paiements en ligne avec, vous savez, les codes de sécurité qu'on vous demande pour pouvoir payer, valider votre paiement, était en rideau, ça a duré quasiment 24 heures, ça a été absolument dingue. Et vous avez ces nouvelles banques qu'on appelle les banques en ligne, comme Sumeria, etc. Vous ne pouviez plus utiliser les paiements, les cartes de crédit, etc. Donc imaginez pendant 24 heures ce que ça a donné. Aujourd'hui, rebelote, avec cette fois Doctissimo. Je dis ça parce que Doctolib, Doctissimo, c'est quand même, comment dirais-je, c'est quand même des sites qu'on utilise pour prendre des rendez-vous, etc. Et là, cette fois-ci, c'est une société américaine qui s'appelle Cloudflare, je crois, et ou Cloud, je ne sais pas si c'est Safe ou Cloud Safe. En tout cas, cette société est chargée, comment dirais-je, non seulement d'aider les relations entre Internet et les boîtes, mais surtout elle est chargée également de lutter contre le piratage. Cloudflare, voilà. Et de lutter contre le piratage informatique. Et je me dis quand même, en l'espace d'un mois, nos vies quotidiennes, nous passons nos journées sur Twitter. Moi, c'est pas simplement pour faire du buzz, c'est parce que je suis journaliste et Twitter devient une véritable agence de presse, agence d'information. N'importe quel journal que je veux lire à l'étranger, le matin, quand je me lève, je fais la revue de presse mondiale. Tout est sur Twitter. Moi, je l'utilise vraiment comme un outil de travail. Eh bien, nous sommes retrouvés impactés et je vois notre fragilité véritablement. Je ne parle pas simplement des ingérences étrangères. Notre fragilité, notre dépendance véritablement à ces clouds, à ces fermes immenses, comment dirais-je, qui permettent de communiquer de façon planétaire. Et ça me rend un peu inquiète en fait. J'ai beaucoup de points d'interrogation. Je vais vous répondre. Pour une fois, on est d'accord. On arrête peut-être d'accord. François, ça me perturbe. Il y a 2 mois, je vais faire mes courses le samedi à Auchan à 17h. Ma carte est refusée. Je dis mince, je ressens refusée. J'appelle ma fille qui a une carte jeune. J'y viens payer, refusée. J'appelle mon mari, refusé. Toutes nos cartes refusées dans la famille, on est tous à la même banque. J'essaye ma carte professionnelle du coup pour payer mes courses, rien. Sentiment de panique. Mes cartes ne marchaient pas mettre d'essence dans la voiture, pas d'espèces pour retirer. Voilà. Je vais au distributeur, rien. J'ai eu peur qu'on ait piraté mes comptes. Mon appli disait rien jusqu'à ce que je voyais sur Twitter, heureusement, que c'était une panne du groupe bancaire dont je suis cliente. C'était Général et qui a duré 4-5 heures. Bien sûr, la Société Générale était justement, c'est la fameuse panne et la Société Générale utilise ses services. Et je me suis retrouvée à me dire des gens à la caisse qui laissaient leurs courses. Je ne peux pas faire mes courses. Sur l'autoroute, je ne peux pas payer l'autoroute. J'ai senti un sentiment. Et donc, désormais, je me dis, il faut que je retourne aux espèces. Il faut qu'on ait toujours sur nous 100 €, 50 € d'espèces qu'on n'avait pas. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Françoise, avec Twitter. Cette habitude d'aller voir nous-mêmes les informations, il faut qu'on anticipe et qu'on soit moins dépendant de ça. Et je dirais, pour finir, que la France, qui est totalement, aujourd'hui, qui se bat sur Duralex, c'est très bien Duralex. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais on passe à côté quand même de tout l'avenir pour qu'on soit un minimum souverain sur ça. Non, moi, juste Bérangère, perdez-les-moi sur Duralex, c'est juste extraordinaire. Des salariés qui ont besoin de 5 millions d'euros. Mais non, mais il ne faut pas comparer, il ne faut pas mettre les deux. Dire, c'est que nos politiques... Mais les politiques, justement, en l'occurrence, c'est les Français qui ont décidé de sauver Duralex, c'est absolument pas les politiques. Quand ils nous en parlent en permanence, il y a d'autres choses beaucoup aujourd'hui prioritaires. Moi, je pense que on parle de Duralex parce qu'on n'est pas capable. Non, mais la France s'équipe en IA. Il ne faut pas exagérer quand même. On a de très grands groupes. Oka, par exemple, est un très grand groupe français. Votre tour de table, c'est un trou de 10 milliards de TVA. Oui, alors moi, il y a 48 heures, je vois Amélie de Montchalin qui dit « Nous avons perdu 10 milliards de TVA. 10 milliards, nous avons perdu. » Alors, moi, je peux perdre une pièce de 2 € derrière mon canapé, au pire un billet qui tomberait, mais 10 milliards. Du coup, je lis un petit peu la presse pour comprendre, et je vois que Ouest France explique que c'est un mystère. Alors non, un mystère, c'est pourquoi mes chaussettes sont toujours dépareillées après la machine. Qui c'est qui a fini les gâteaux? Qui c'est qui met la bouteille de lait froide? On sait voilà, qui, dans une famille. Qui fait ça dans une famille, voilà, et qui remet les bouteilles vides dans le frigo. Ça, c'est un mystère. 10 milliards de TVA, c'est tout sauf un mystère. Et du coup, finalement, quand on reprend tout ça, ça fait 5% d'erreur. Donc on a des gens à Bercy, des énarques, des hauts fonctionnaires, qui depuis des années se plantent déjà de manière catastrophique sur les chiffres, c'est 5%. On a 15 000 statisticiens. 5%. Moi, je me planterais de 5% sur mes chiffres dans ma société. Je dépose le bilan, quand même 5%, oui, c'est monstrueux. Pas comparable. Moi, et derrière, il n'y a qu'une explication pour moi, et ça va être la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est la courbe d'un économiste qui dit qu'au bout d'un moment, quand on ponctionne trop d'impôts, quand on taxe trop les gens, les recettes diminuent parce que l'assiette diminue, que les gens ne consentent plus et qu'on fait tout baisser. C'est la fameuse courbe de l'affaire que beaucoup à gauche
gauche disent qu'elle n'existe pas, et pourtant. Et donc, dans le train, j'ai fait un calcul. La taxe sur les véhicules de luxe et les véhicules lourds fait que sur une Porsche, alors je ne m'y connais pas trop en Porsche, mais sur une Porsche 911, 500, je ne sais pas quoi chevaux, c'est passé à 70 000 €. Et les gens en achètent plus. Résultat, on a vendu moitié moins de Porsche, soit 192 Porsche en moins. Du coup, j'ai calculé la TVA sur une Porsche et c'est 30 000 €. Ça veut dire qu'on a perdu 5,8 millions d'euros que sur les Porsche. Maintenant, vous les multipliez sur les Audi, etc., les autres voitures, et au final, on arrive à 10 milliards de perdus par idéologie, parce qu'on a voulu taxer. On n'a pas perdu. Non, mais François, ça fait 10 minutes. Là. Donc maintenant, on n'a pas perdu 10 milliards sur les bagnoles. On a perdu 8 millions et vous multipliez, c'est la même chose. Ce qui est vrai pour 8, est vrai pour le reste. Donc la conclusion, c'est Afuera. Il faut à un moment donné couper dans la dépense publique, il faut retrouver le sens, il faut arrêter de taxer parce que ça ne fonctionne pas. Non, mais moi, on a perdu 10 milliards. Je vous interromps jamais, François, ce que vous parlez. Non, je suis d'accord, mais vous faites la même chose. Non, mais je suis d'accord avec vous. Si, vraiment. Mais je ne suis pas d'accord avec vos arguments. Vous attendez que j'ai fini. Non, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vos arguments. Enfin, d'abord, vous n'êtes pas obligé de parler pendant 4 minutes avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Je vous explique. Ça ne tient pas debout, selon moi. Vous expliquez que 10 milliards ont disparu et que... C'est pas moi qui l'explique, c'est Bercy. Laissez-moi terminer. Non, mais c'est Bercy. Bercy l'explique et vous collez votre couplet idéologique sur les bagnoles. Qu'est-ce que vous n'avez pas un couplet idéologique, vous? C'est quoi le rapport? Mais moi, je n'ai pas de couplet idéologique. Je vous dis la moitié moins de voitures parce qu'on les taxe. C'est bien que la taxation ne fonctionne pas. C'est factuel. Mais ça veut dire aussi qu'on vend autre chose. Et on vend quoi? Mais on vend des bagnoles électriques, on vend plus de choses. Vous connaissez le taux de voitures électriques françaises par rapport aux chinoises? Mais arrêtez avec le taux. Dites-moi ce qu'on vend. Mais on vend des tas de choses. Mais sortez des chiffres. Mais des chiffres, je peux pas répondre. Donc vous savez pas de quoi vous parlez. On parle d'économie. Je refuse ce genre de débat débile qui consiste à dire. C'est débile de parler des chiffres. Non, ce qui est débile, c'est d'expliquer qu'on a perdu 10 milliards et vous me collez votre couplet anti-bagnole électrique. Parce que la TVA, c'est de la consommation. Si on perd 10 milliards, c'est qu'on consomme moins. Mais on consomme moins, c'est qu'on achète moins. Bérengère, on consomme ailleurs. On fait de la consommation. La consommation augmente sur les produits électroménagers. Si c'était ailleurs, il y aurait de la TVA, il n'y aurait pas de perte si c'était ailleurs. Mais c'est pas de la perte, on a perdu 10 milliards, parce que les statistiques... C'est pas de la perte, mais on a perdu, ça veut rien dire. Mais non, on a perdu 10 milliards sur les comptes. Vous savez comment ça marche, Bercy? Vous avez déjà été dans un bureau à Bercy? Oui, plusieurs fois, puisque j'ai vu le syndicat des intermédiaires financiers. Vous voyez très bien comment est-ce qu'on arrive à faire des courbes. Vous voyez très bien, par exemple, sur la courbe du budget, sur la courbe du déficit, à quel point Bayrou a pris la courbe la plus haute, à quel point le Cornu va prendre une courbe de statistiques beaucoup plus basse. Donc, perdre 10 milliards, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 milliards qui ont été en manque en gagné. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards dans les caisses qui se sont évaporés. Donc, c'est ça. Oui, mais qui sont évaporés, ça n'a rien à voir avec votre couplet débile sur les bagnoles, en fait, Bérengère, ou débile ou pas débile. S'il vous plaît. Excusez-moi, Françoise, est-ce que je peux faire mon tour de table? C'est trop demandé, si vous voulez, je vous laisse. Il n'y a pas de problème. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de... Domenico, notre auditeur, avait raison. J'allais pas beaucoup avoir la parole. Alors, je vais faire mon tour de table de l'actualité. Je vais faire mon tour de table de l'actualité. C'est sur le tableau de bord IFOP Paris Match pour Sud Radio qui est tombé aujourd'hui. Et on constate un effondrement constant d'Édouard Philippe depuis le début de l'année. Alors, c'était Édouard Philippe superstar depuis qu'il avait quitté Matignon. En novembre 2024, il était à 54% d'opinion favorable, il était très haut. En janvier 2025, c'est-à-dire il y a moins d'un an, c'est hier, il était à 58%. Il surclassait tout le monde. En juin, il est passé en avril à 52, juin 51. Bon, après, il y a les vacances, il n'y a pas de baromètre en juin. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de baromètre en juillet-août. Et aujourd'hui, il est à 41%, à la 4e place, derrière Dominique de Villepin, Jean-Louis Bordeaux et Jordan Bardella. Et moi, je suis totalement convaincu que ces chiffres sont réels. J'ai toujours dit à ce micro que je ne comprenais pas comment Édouard Philippe pouvait être si haut. Et aujourd'hui, il s'effondre. Et malheureusement, je pense que ça va pas, pour lui, la courbe ne va pas s'inverser. Moi, je suis d'accord parce que, en même temps, on est tous d'accord autour de cette table, c'est de la popularité, c'est pas des intentions de vote. Mais sinon, Simone Veil ou Bernard Kouchner auraient été à l'Élysée. Mais il est, comment dirais-je, il est défantasmé. Maintenant, Édouard Philippe, il ouvre la bouche et il dit des choses. Et comme il dit des choses, évidemment, c'est plus l'espèce de figure du commentaire. Édouard Philippe, c'est les gilets jaunes, c'est l'absurdité de la gestion du Covid. Enfin, je comprends même pas comment il a pu monter. C'est évident qu'Édouard Philippe, ça ne peut rien faire. Je le disais dans le JDD là qui m'interrogeait
interrogé sur Montpellier il y a quelques jours. Je disais, mais aujourd'hui, une étiquette Horizon, même Brad Pitt n'arriverait pas à se faire élire. Donc personne n'y arrivera. Je suis pas certaine parce qu'il y a quand même des gens de valeur. Il n'a pas la nationalité française. Il y a quand même des gens de valeur chez Horizon, mais la réalité, la réalité, oui, ils font comme un esquimau au soleil, quoi. Ça, c'est sûr. Surtout le soleil de Montpellier, comme pour vous, le soleil est chaud. C'est chaud, dis donc, Bérangère, c'est chaud chez toi, Montpellier. De suite, on va parler d'un horizon un peu plus pragmatique et plus petit, surtout puisqu'il tient dans une carte de crédit. C'est la carte vitale avec François Libourneux pour l'info en plus. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Françoise Degois et Bérangère Dubu, et elles viennent toutes les deux du Sud, et l'une des Hautes-Pyrénées, l'autre de Montpellier, et au milieu il y a Toulouse. Et on peut dire que les femmes aiment la castagne, et ça se voit dans les ces mémés vraies voix. aiment la castagne. J'ai pas dit les mémés, je n'ai pas voulu être désobligeant, ma chère Françoise. Mais bon, c'est Allez, le gamin. tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et la carte vitale dématérialisée sur smartphone, c'est ce qu'il faut savoir sur ce dispositif désormais disponible partout en France. Absolument. Si vous aviez loupé l'info, je vais vous dire qu'à compter d'aujourd'hui, l'ensemble des assurés sociaux peuvent bénéficier de la version dématérialisée de la carte vitale, disponible gratuitement sur les plateformes Android et iOS. L'application est accessible à toutes les personnes affiliées à un régime de l'assurance maladie. Et c'est Cyril Colombani, qui est pharmacien dans les Alpes-Maritimes, qui nous en parle. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Alors concrètement, cette carte vitale dématérialisée, qu'est-ce que ça représente pour vous les pharmaciens? Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce que c'est pratique pour les patients, pour les personnes qui viennent vous voir? Alors, il faut savoir que les Alpes-Maritimes faisaient partie des départements test. Oui. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on utilise de temps en temps la carte vitale dématérialisée. Le souci, entre guillemets, c'est que la population cible qui est censée l'utiliser le plus a souvent un petit peu de mal avec la technologie. Donc ce sont surtout les jeunes, les quadras, les quinquas, qui ont le plus installé cette application. Quand vous dites que c'est pas forcément simple, c'est que c'est compliqué à utiliser, à paramétrer. Dans quel sens ça peut être un peu difficile? C'est le paramétrage, en fait, c'est le premier paramétrage qui est compliqué. C'est pour ça que nous avons sollicité à plusieurs reprises la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'il y ait des ateliers qui soient mis en place par la Caisse pour aider les assurés à créer cette carte vitale virtuelle sur leur téléphone. Une fois que la carte est créée, c'est vraiment simplissime d'utilisation. Ça génère un QR code et c'est vraiment très simple. Mais par contre, la création de la carte, il faut naviguer. Il y a plusieurs questions qui sont posées et certaines fois, ça peut rebuter les gens et retarder la mise en place de cette application. Cyril Colombani, est-ce que c'est une bonne arme contre la fraude ? Alors, la bonne arme contre la fraude, c'est une partie de l'arme, mais surtout, ce que l'on attend, c'est la e-prescription qui aurait dû être généralisée il y a un an à tous les médecins et aux hôpitaux. C'est-à-dire la prescription dématérialisée, c'est ça ? E-prescription. La prescription sécurisée, surtout sur un serveur qui est géré par l'assurance maladie, ce qui fait que les gens ne pourraient plus modifier l'ordonnance, comme malheureusement ça se fait trop souvent aujourd'hui sur certaines plateformes de téléconsultation où les gens éditent leur ordonnance et la modifie complètement. Malheureusement, on a un retard qui est vraiment très impressionnant. Le plus grave pour moi, c'est que l'hôpital n'est toujours pas équipé. Ça fait 2 ans que l'hôpital devrait l'être, mais malheureusement, l'hôpital n'est toujours pas équipé de cette e-prescription. Donc la fraude, oui, ça va lutter contre la fraude pour les gens par rapport à la carte vitale, mais c'est surtout quand on mettra en place la deuxième partie sur la e-prescription. Et j'ai pas l'impression que l'État soit très pressé à l'heure actuelle de le mettre en place. Très court, il reste 30 secondes. Non, mais c'est normal. Vous imaginez un petit peu le carnage. Je vois le budget. Ils ont réussi à relever les dépenses pour l'ONDAM, c'est-à-dire pour l'hôpital public, de 1 milliard. Mais ce que vous demandez, où va cet argent? Cet argent va souvent dans la restructuration administrative et pas vraiment aux patients. Donc moi, je comprends très bien que l'État traîne des pieds. C'est-à-dire que l'hôpital est vraiment à l'os malgré les hausses de budget. Un mot en 10-15 secondes, Cyril Colombani. En fait, les économies que l'on pourrait générer financeraient largement la modification que l'on a au niveau administratif. Ce sont de fausses économies. C'est juste de la mauvaise gestion. Merci beaucoup, Cyril Colombani, pharmacien dans les Alpes-Maritimes. Et tout de suite, nous recevons le ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire.
Quelle tirade fabuleuse de Louis de Funès. Nous sommes en compagnie de Julien de Viry-Châtillon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir à Françoise, bonsoir à Philippe, bien sûr. Et alors, vous seriez, si vous étiez ministre des Territoires, votre première mesure serait de réorganiser les territoires, mais de quelle manière ? Alors, la première des choses, c'est améliorer l'attractivité des territoires les plus désolés de France, qui sont, là j'ai regardé les statistiques juste sur l'INSEE pour rigoler, on est à plus de 60 mètres carrés par habitant, alors qu'on est à moins de 31 mètres carrés en région parisienne par habitant. Donc je pense qu'il y a vraiment un effort à faire de ce côté-là, puisque notre Dieu tout-puissant, Jupiter, nous a ordonné de repeupler la population, donc il faut peut-être pas gouverner, c'est d'avant tout prévoir, donc je pense qu'il faut déjà commencer par préparer le terrain, avoir de quoi accueillir, et ne pas le faire au détriment des zones agricoles dont on a forcément besoin, parce que si on est plus nombreux, on sera plus nombreux à manger. Donc il faut surtout plus arrêter de toucher aux zones agricoles et aménager les zones les moins densément peuplées, en améliorant l'attractivité des entreprises, en créant littéralement de véritables petits paradis fiscaux au sein même de la France, des zones qui seraient vraiment très attractives pour toutes les entreprises des secteurs stratégiques et essentiels, c'est-à-dire les masques, les médicaments, bien évidemment, et tout ce qui coule de bon sens pour l'organisation et le bien-être du pays. Déjà, et la deuxième voilà. Et je pense que déjà en partant de là, on a déjà une bonne base de travail. Vous êtes d'accord, Bérangère Duhu ? Je ne peux qu'être d'accord. Moi, je le vois beaucoup quand on débat sur Twitter. En province, j'ai un ami de mon fils qui a 20 ans, qui vient d'acheter un petit studio. Il est avec un CAP plomberie puis un bac pro parce que les prix sont moins chers, etc. Donc la vision des Parisiens et la vie qu'il y a à Paris n'est pas celle de la province, et qu'il y a plein de territoires où on peut se loger, où on peut faire. Ça, c'est sûr. Implanter des usines, des bassins d'emploi, c'est ce qu'il faut faire, puisque pourquoi les gens n'y habitent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de bassin d'emploi. C'est évident. Après, implanter des usines, attention, vous aurez quand même de l'administration et des tracasseries, puisque vous avez la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, qui interdit désormais à horizon 2050, mais on a commencé, de construire là où ce n'est pas encore construit. Donc cette ZAN va empêcher finalement de construire là où on pourrait le faire, et va inciter à rebâtir sur la ville. Donc ce que je vous conseille de faire d'abord, c'est de péter la ZAN. Oui, alors moi je suis pas forcément d'accord. Alors je suis pas forcément d'accord sur péter la ZAN, dans le sens où j'ai bien précisé que je ne voulais plus qu'on touche aux zones agricoles. Aux zones agricoles. Voilà. Tout à fait. Je ne parlais pas des zones agricoles, je parlais des zones non bâties. Oui, mais souvent c'est des zones agricoles. Mais vous avez raison de ne pas toucher aux zones agricoles. Vous savez, j'ai beaucoup bossé avec la FAO qui est à Rome, et vous avez raison. Vous mettez un point. Les Nations Unies pour l'alimentation. Oui, pour l'alimentation, et sur la question de l'alimentation, 2030, 9 milliards d'êtres humains à nourrir. 9 milliards, avec 30% des cultures vivrières qui sont perdues dans le monde. C'est-à-dire parce qu'elles ne peuvent être ni récoltées, ni transformées, ni transportées. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que moi, je ne pète pas du tout la ZAN. Je suis absolument comme vous. À moins qu'on décide que c'est pas la démocratie alimentaire et qu'on va tous bouffer avec de la malbouffe. Moi, je peux entendre ça. C'est très important ce que vous dites, mais c'est un peu chimérique, en réalité. C'est chimérique, au moins dans les 50 ans qui viennent. C'est frappé au coin du bon sens. En 10 secondes, monsieur le ministre. Ouais, c'est très bien. Vous avez raison, mais bon. En 10 secondes, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Moi, je vois qu'il y a des gens en Lozère qui ont des maisons de 250 mètres carrés à eux tout seuls. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. J'ai envie de dire, 250 mètres carrés, on a de quoi faire un petit immeuble dans lequel on pourrait faire habiter très facilement 5 familles. Vous avez raison. Mais ils sont chez eux. Merci beaucoup, Julien. Les communistes, merci, Julien. monsieur le ministre des Territoires. Allez, votre argent, on va en parler, pas seulement pour la maison, avec Thomas Binet, les incontournables de l'argent. Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir, présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. On va parler d'un sujet intéressant qui parle toujours à tous les Français, même s'ils ne sont pas forcément en situation, c'est la notion de richesse. Alors Mathias, on va se poser plusieurs questions. D'abord, c'est quoi être riche ? Riche en France. On est riche à partir de combien ? 1, 2 millions ? Plus ? Moins ? D'après vous ? Je vais vous décevoir. Contrairement à un ancien président, pour moi, on n'est pas riche à partir d'un certain montant. Être riche, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque. Vous avez des gens qui ont peu d'argent, qui se considèrent riches, des gens qui en ont beaucoup, qui se considèrent pauvres. La richesse, pour moi, ça dépend de chacun. Être riche, c'est être serein face à l'argent.
Et donc, pour moi, être riche, c'est être en contrôle de son argent. Après, la théorie nous apprend qu'il y a, en gros, 3 grands stades dans la richesse possible. Et moi, j'ai coutume de dire que l'argent, c'est avant tout un outil au service du développement humain et que si vous en êtes en contrôle, vous vous sentirez mieux. La richesse, pour moi, c'est cette sérénité-là. Mais si vous pensez à la pyramide de Maslow, par exemple, il y a effectivement différents types de richesses. On peut en mentionner 3 niveaux. Alors justement, quels sont ces 3 niveaux auxquels vous faites référence dans la pyramide de Maslow? On compte 5 de mémoire. Le premier, moi je les ai synthétisés sur 3 niveaux parce que je trouve que c'est plus parlant peut-être dans la vie des gens. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les besoins de base. C'est-à-dire à la mise en place de ce qu'on appelle l'épargne de précaution, c'est-à-dire 3 mois de revenus à peu près sur un livret qui batte l'inflation. Avec ça, normalement, vous êtes serein sur la première étape de votre richesse. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle le développement personnel et familial. C'est de commencer à pouvoir faire des projets, financer les études de vos enfants, être en situation de pouvoir faire des voyages de temps en temps ou des vacances, être en situation de pouvoir se consacrer aussi à une passion qu'on peut avoir dans la vie pour le développement personnel, c'est très important. Donc c'est aussi à ce niveau-là qu'on commence à pouvoir s'intéresser à transmettre quelque chose à ses enfants. Pouvoir transmettre à ses enfants, c'est pour moi un stade de la richesse très important. Et il y a le 3e niveau? Alors le 3e niveau, c'est celui qu'on pourrait appeler de l'impact positif sur le monde. C'est-à-dire quand on est entrepreneur, par exemple, ou qu'on peut commencer à devenir généreux en faisant des dons à des associations, eh bien, les capitaines d'industrie, les chefs d'entreprise, les patrons de PME qui ont réussi et qui sont à l'aise, vous diront tous la même chose. La vraie richesse, c'est évidemment d'être heureux. C'est évidemment, et en général, les êtres humains, quand les 2 premiers niveaux sont couverts, ils s'intéressent aux autres. Et c'est, je crois, un haut stade de richesse que de pouvoir s'intéresser aux autres. Alors, ce que vous voulez nous faire comprendre aussi à travers vos propos, c'est que c'est peut-être plus un état d'esprit qu'autre chose, tout ça? Complètement. Et c'est ce sur quoi je me bats personnellement. C'est votre argent, c'est votre richesse. Et vous la construisez petit à petit. Qui que vous soyez, d'où que vous partiez, c'est un édifice personnel que vous pouvez construire. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas brûler les étapes. On dit souvent que Rome ne s'est pas construit en un jour. Eh bien, la richesse, la vôtre, elle ne se construit pas sur des coups de poker, elle se construit pas à pas. Et c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que ce que vous aurez fait vous apportera cette sérénité. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Françoise Degois. Ça va Françoise? Ça va super bien, et vous mon cher ami? En forme, Bérangère Dubuc est en pleine forme aussi. Alors on est à fond, là, si vous voulez, nous sommes tout sauf des petites choses fraîches. Absolument. À 19h... Moi je suis un diesel, donc je vais monter de plus en plus en fait. Ah moi j'accélère. Attention, elle va vous demander votre filtre à particules. Ça y est, ça recommence avec les bagnoles. Ah non, les obsessions, les 2 obsédés de la caisse. Allez donc. Ça va ensemble, ils sont pour le nucléaire, pour la caisse, pour tout ce qui pollue. Mais j'entends aussi. Dans quelques instants, l'État français peut-il être plus fort que les narcotrafiquants? Vous dites non à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Mais avant le coup de gueule, on va vous faire des cadeaux. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre enceinte Bluetooth The One Plus du fabricant américain Klipsch. Sous son look vintage en bois et métal se cachent des haut-parleurs puissants pour recréer l'ambiance d'un concert live à la maison. Alors envoyez dès maintenant Sud, S-U-D, au 72018 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre enceinte Bluetooth The One Plus du fabricant américain Klipsch. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Rennes, préfecture de l'Ille-et-Vilaine. Pourquoi Rennes?
Parce que manifestement, les pouvoirs publics et l'administration pénitentiaire n'ont toujours pas retenu les leçons du passé. En effet, on l'a appris aujourd'hui, un détenu de 37 ans incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin pour des vols et qui aurait dû être libéré en mars 2027 s'est évadé. Jusque-là, vous me direz que c'est une évasion comme il y en a eu dans nombre de prisons en France et dans le monde. Pas tout à fait, car le détenu a faussé compagnie à ses gardiens, non pas en creusant un tunnel ou lors d'un transfèrement, mais lors d'une sortie collective au planétarium de Rennes. Une sortie au cours de laquelle il a pu échapper à la surveillance de ses gardiens. La scène ayant lieu au planétarium, on peut en déduire que les surveillants affectés à la sortie ont dû se retrouver cons comme la lune lors du recomptage des visiteurs. Une histoire qui rappelle l'évasion en début d'année d'un détenu de la maison d'arrêt de Villepinte sur un quai de la gare du Nord lors d'une autre sortie au musée de l'Homme. Cette fois, une sortie à laquelle le ministère public s'était opposé pour ce détenu. Manifestement, les leçons n'ont pas été retenues. Peut-être que le mercure n'est pas monté assez haut au sein de l'administration pénitentiaire suite à cette première évasion. Et on se dit que, heureusement, aucun drame humain type prise d'otage n'a eu lieu suite à ces évasions. Et on se demande si le rôle de la prison est de faire découvrir les différentes galaxies ou l'évolution génétique entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, surtout quand on pense au nombre de personnes qui travaillent et qui se serrent la ceinture au point de ne plus pouvoir s'offrir à eux ou à leurs enfants une sortie au musée ou au cinéma. Peut-être que des cours sur le code pénal seraient plus utiles à la population carcérale pour éviter la récidive, éviter de nouvelles victimes et protéger la société. Mais à ce que je sache, ces cours de rattrapage ne sont pas prévus lors d'une incarcération. Françoise Devoix. Oui, écoutez, moi j'applaudis pas, Bérangère. Moi, j'entends ce que vous dites. Déjà, ça me fait beaucoup rire comme la lune. Et après, le mercure qui monte. J'ai entendu Mercure, mais vous n'avez pas dit ils sont à l'ouest, ils sont dans la Lune, ils sont sur Mars. Macron aurait réagi, j'aurais dit que Jupiter s'en était occupé, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Je suis pas d'accord avec vous pour ce discours un peu, pardonnez-moi, je vais vous non, populiste, c'est-à-dire que je termine. Il y a tellement de gens qui peuvent pas se payer, etc. Vous savez, la prison, c'est pas la vengeance. Ok, il y a des prisonniers véritablement qui ne méritent absolument pas ce genre de soins. Ils sont souvent en quartier de haute sécurité. Cet homme-là n'est pas condamné pour des crimes de sang. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la prison a aussi une vocation, si vous voulez, à essayer de réinsérer. On parle toujours de ce qui se passe mal, mais vous avez aussi des prisonniers qui passent le baccalauréat, qui deviennent, qui décrochent des licences d'informatique, de littérature, etc. Donc la prison, c'est aussi un moment où on doit pouvoir donner la possibilité de se racheter. C'est ce qui nous différencie de la barbarie. Je le redis. Il y a des gens qui sont sur un mauvais chemin. Est-ce qu'on peut les faire revenir sur un meilleur chemin? Je ne suis pas heurté par le fait que... Mais ce serait peut-être bien que soit mieux surveillé. Mais, oui. Là, c'est la 7e compagnie au clair de lune, si vous voulez. Mais vous avez vu, clair de lune, la Galaxie. Vous avez capté? Vous l'avez. Mais sur le fait qu'ils je ne suis pas d'accord avec la chute de votre papier, tout simplement. Moi, je dirais deux trucs. Sur l'anecdote, depuis que je sais que Doudou Cross Bitume a réussi à voler les joyaux de la couronne au Louvre, il n'y a plus rien qui m'étonne. D'un point de vue plus... C'est son nom, Doudou Cross Bitume, mais il n'y a plus rien qui m'étonne. D'un point de vue plus idéologique, intellectuel, et revenir à ce que vous dites, la prison, elle a 3 buts. Elle a protégé la société de l'individu. Normalement, elle a réparé ce qui a été fait aux victimes, mais après, elle a réhabilité. C'est vrai. Le problème, malgré tout, c'est qu'on s'est trompé, on a mis à l'envers. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à réhabiliter, pas vraiment à réparer et pas à protéger. Donc ce monsieur, c'est peut-être qu'une anecdote, il n'était pas dangereux, mais ça nous pose la question quand même de dans quel sens on prend les choses. Pour moi, on protège, on répare et on réhabilite en dernier. Bérangère, je ne suis pas d'accord. Je sais qu'il est de bon ton en permanence de dire que la justice, en réalité, est trop laxiste, etc. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Je vous ai donné les 3 vertus de la détention. Donc vous affirmez qu'on les a prises à l'envers. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Rien. L'évolution. En fait, si on regarde sur les statistiques, j'en reviens aux chiffres. Mais moi aussi, on peut revenir aussi sur... On peut revenir aussi. La prison. J'obéis au chef. Il y a un chronomètre qui est épuisé depuis quelques temps. Vous et vos chronomètres. Censeur. Dans quelques instants. Non, j'ai que 2 sœurs. Et pas 100 sœurs. Allez, dans quelques instants. Et vous avez 2 sœurs et pas, vous n'êtes pas 100 sœurs non plus. Voilà. Dans quelques instants, l'État français peut-il être plus fort que les narcotrafiquants? Il y a une réunion au sommet à l'Élysée. Pour le moment, vous dites non à 57%. On aura avec nous Bruno Bartocchetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Lui, il est vraiment... Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Françoise Degois et Bérangère Dubu. C'est l'heure de la question du soir. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés. Mon combat, moi, c'est contre la pieuvre du narcotrafic. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. Je pense qu'il faut taper très fort. Je veux frapper les narcotrafiquants et surtout les narco-racailles au porte-monnaie. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Réunion de crise à l'Elysée pour lutter contre le narcotrafic. Une réunion au cours de laquelle Emmanuel Macron a demandé d'amplifier le combat contre ce fléau. Et on vous pose cette question, l'État français peut-il être plus fort que les narcotrafiquants? Vous dites non à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Bruno Bartocchetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité. Bonsoir Bruno Bartocchetti. Bonsoir, merci de m'avoir invité. On va faire réagir nos vraies voix. Françoise Degois, avant de vous faire réagir, est-ce que l'État français peut être plus fort que les trafiquants? Oui. On en doute franchement. Non, je pense, oui, qu'il peut. Je redis quand même, et Bruno le sait parfaitement, Marseille a toujours été un lieu sanglant en termes de narcotrafic. Dans les années 70, c'est la French Connection, et toute la plateforme de l'héroïne passe par Marseille. Et on abat, bien sûr, sur la corniche Kennedy, un juge, on l'abat. Les narcotrafiquants l'abattent. Le militant écologiste qui est abattu, comment dirais-je, il y a quelques jours, c'est un crime politique, c'est un assassinat, c'est véritablement un acte de guerre. Donc ça, c'est le premier point. Je suis pas en train de dire qu'avant c'était pareil, je suis en train d'expliquer que nous avons un entraînement. Deuxièmement, moi je crois qu'on peut en venir évidemment à bout, à condition de se donner les moyens. Je ne sais pas si c'est avec Bruno que nous en parlions, mais en tout cas, nous avons beaucoup travaillé sur, j'ai beaucoup lu là-dessus, sur le statut des repentis, c'est-à-dire permettre déjà dans les organisations de narcotrafiquants, comment dirais-je, d'accompagner, de suggérer et d'encourager les tops, et c'est-à-dire et les gens qui crachent et qui donnent véritablement des infos. Et le troisième point, je redis à quel point l'Italie est en train de venir à bout, notamment de Cosa Nostra, et il le sait, probablement notre invité. Il y a ce qu'on appelle la Caserno Duro, qui est à 2 heures de Rome, dans les Abruzzes. C'est un quartier, c'est une prison qui peut pas être survolée par des drones, très stricte, avec tous les plus grands chefs mafieux, notamment les narcotrafiquants. Ils ont droit à une seule visite par mois, très peu de parloirs, le courrier, et il y a quelque chose d'une dureté extrême. D'ailleurs, le patron de Cosa Nostra, dont je me souviens plus le nom, qui a été attrapé après 30 ans de cavale, eh bien, est incarcéré. Et la Caserna Duro, c'est véritablement un exemple de comment est-ce qu'on peut punir. Voilà. Bérangère Dubu. Est-ce qu'un État peut gagner? Oui, un État peut gagner. Bukele l'a fait, on l'a vu. Hein. L'Italie est en train de le faire, donc ça marche. En revanche, est-ce que la France et notre gouvernement aujourd'hui peut le faire? J'y crois pas beaucoup, puisque pour ça, il faut une volonté, il faut mettre des moyens sur la police, des moyens sur la justice, qui est très pauvre, des moyens dans les places de prison. Donc oui, l'État peut gagner. Est-ce que l'État, actuellement, dans les budgets qu'il vote, dans sa politique, dans les signaux qu'il envoie à la police, et dans son absence de places de prison, etc., est-ce qu'il peut le faire? Je ne le crois pas. Darmanin s'inspire du modèle italien. Il essaye, avec les places de prison, il essaye. Avec les prisons spécifiques. On va faire réagir Bruno Bartocchetti. Est-ce que le compte y est ou pas pour vous, avec, suite à cette réunion, l'arrivée du nouveau parquet qui rentrera en vigueur le 1er janvier prochain, donc dans un mois et demi, par exemple? Alors, vous savez, j'entends, est-ce que l'État peut gagner? Oui. Non, c'est que l'État doit vaincre, doit gagner. Et elle en a les moyens, si elle le veut, politiquement. Sauf que pour l'instant, le message politique n'est pas au rendez-vous. Alors si on commence à réagir, on vient de réagir parce qu'on a franchi un pas, parce qu'on a touché une victime innocente qui est proche d'un élu. Alors là, on réagit. Mais enfin, de vous à moi, c'est pas d'aujourd'hui. On sait très bien que à chaque fois, on est derrière justement cette avancée, cette pieuvre mafieuse dans notre pays. On est derrière, on n'est pas devant. Donc, si on veut gagner, on doit se mettre devant. On a pris l'exemple de l'Italie, mais bien sûr qu'on doit travailler comme ça a été fait avec l'Italie, avec la volonté politique réelle, et là on s'en donne les moyens d'affaiblir, je dis d'affaiblir parce qu'il y aura toujours des consommateurs, il y aura toujours du deal, on le sait, mais là en ce moment, qui a le dessus ? Qui a le dessus? Est-ce que c'est l'État? Non, il y a une réaction et je vais aller encore un peu plus loin. Il va falloir vraiment faire mal à l'endroit bien évidemment du portefeuille. Je pense aux élus aujourd'hui qui ont peur. Forcément qu'ils ont peur, mais vous en avez certains qui vivent du trafic des stupes. C'est ça la vérité. Et là, eux aussi, il ne faut leur faire aucun cadeau. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais aucun cadeau. Donc, on se donne les moyens sur tous les sujets
d'attaquer vraiment la pieuvre mafieuse, ou alors on laisse faire et on compte les points. Bruno, bon, moi je prends toujours l'Italie d'abord parce que c'est un pays que je connais très bien, où je vis en partie, mais surtout parce qu'ils ont des résultats. Évidemment, ils ont payé très cher. Ils ont payé Falcone, ils ont payé Borsellino de leur mort et de leur sang, mais la réalité c'est qu'ils ont un savoir-faire. Je pensais, vous disiez frapper au portefeuille. Je vois comment ça fonctionne en Italie. Elle sourit, Bérangère, quand vous baladez à Rome, parfois vous voyez une Lamborghini passer. Il y a marqué Polizia dessus. Oui. Voilà, c'est les Lamborghini qui sont saisis aux narcotrafiquants et aux chefs des je veux dire, elles sont saisies par la police qui les utilise pour lutter contre les go-fast notamment. Et donc je dis ça, c'est un exemple souriant. Mais est-ce que au fond, il faut pas appliquer la posologie? On frappe sur les comptes bancaires, on frappe sur les biens, on frappe sur l'immobilier, on frappe. Bruno Bartocchetti. Mais oui, et il faut pas, et ne le dites pas avec le sourire, c'est tout simplement parce qu'en France on est timide. Vous avez des juges aujourd'hui, non, vous comprenez, saisir les véhicules, non, c'est pas dans notre culture. Non, mais il n'y a pas de culture à avoir. Ou on leur fait mal, ou on leur fait pas mal. Lorsqu'on a voulu faire à un moment donné tomber Gaëtan Zampa, au temps de la French, on a tapé la comptabilité de Gaëtan Zampa. Aujourd'hui, on est timide, on n'ose pas. Alors, on prend des mesures, mais on les applique pas vraiment. On parle du statut du repenti. Le statut du repenti, il existe, mais on doit aller beaucoup plus loin. Pour avoir des résultats, il faut protéger le repenti, il faut protéger la famille. On doit se donner la réponse. Elle est politique, elle est celle de l'État, vous l'avez dit, et c'est très important la façon dont vous approchez le sujet, parce que moi, la réaction du ministre de la Justice, les réactions du ministre de l'Intérieur, qui séparément ont envie de résultats, ça me fait plaisir, c'est très important de les entendre, c'est très important d'entendre leur volonté, mais maintenant, c'est l'ensemble d'un gouvernement, quel qu'il soit, qui doit réagir, c'est une priorité nationale. Bérangère Dubuis. Je partage tellement votre discours, ce que vous dites, et merci. Je suis biterroise comme vous, donc on reconnaît le côté direct un peu, je crois que vous êtes du Sud aussi. Quelque chose, en revanche, qui est important à dire, c'est que la drogue, pour moi, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on vous parle de dépénaliser certaines drogues, quand on a des députés qui ont acheté de la drogue, quand on parle de soirée chemsex à Paris, etc., c'est de la drogue. En fait, il n'y a pas, pour moi, de petite drogue. C'est que ton petit dealer qui va vendre de la kétamine à ton petit gamin au lycée, c'est ton gamin qui crèvera d'une overdose, c'est le dealer qui va alimenter. Et ça aussi, nos politiques, je trouve, et parfois la justice, ils ont une certaine légèreté. Aujourd'hui, un jeune qui se fait contrôler avec de la drogue, il a rien, il a un rappel à la loi, il a même pas ça. Et pourtant, moi, je pense aussi qu'il faut taper haut, bien sûr, sur le trafic, mais il faudrait taper très bas dans nos rues, dans les lycées où tous les gamins fument, où tout le monde s'échange de la drogue, tout le monde prend de la cocaïne. Enfin, cette drogue qu'on dit récréative, en fait, c'est elle qui alimente le réseau aussi, et c'est elle qui est très grave. Et ça, c'est un discours politique qui est un peu lâche, je trouve, là-dessus. Bruno Bartocchetti. Vous avez parlé des jeunes, mais sans tabou, il faut parler des trentenaires, de ceux qui sont addicts depuis 10, 20, 30 ans. Vous savez, il y a 40 ans, vous aviez des sportifs, je ne vais pas vous les nommer, qui disaient « fumer un petit shit de temps en temps, c'est rien ». On voit le résultat aujourd'hui, c'est rien, mais on voit comment on peut évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes de 40, 50 ans qui sont addicts. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui doit être fait en matière de sociétale et on doit travailler et sur des soins, sur la prévention, sur l'information et bien évidemment sur la réponse pénale. Tout est englobé et ça ne touche pas que les jeunes parce que la situation est très grave dans notre pays. Vraiment, elle ne touche pas que les jeunes. Bruno Bartocchetti, votre collègue syndicaliste Edicide, a dit, je cite, « Les cartels marseillais, et vous connaissez bien Marseille, vous êtes responsable pour la région sud, les cartels marseillais finiront inéluctablement à ressembler aux cartels mexicains ». C'est-à-dire ce qui s'est passé notamment pour Médic Sassi, le frère du militant qui a été abattu. Est-ce que c'est pas déjà le cas, que ça ressemble de plus en plus à la Colombie ou à Ciudad Juárez au Mexique ? La seule différence, et mon collègue et ami Edicide a très justement développé le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a moins, en France, moins de morts enregistrés sous forme de stupéfiants en Colombie ou en Philippines. Mais la méthodologie, le fonctionnement est exactement le même. Et lorsqu'il y a 20 ans, on tirait la sonnette d'alarme, personne ne pouvait imaginer qu'on en arriverait là aujourd'hui en France en 2025. Et aujourd'hui, on continue à tirer la sonnette d'alarme parce que nous avons quand même des retardataires en matière de réaction. Eh bien, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on se dirige tout droit vers ce qui se passe aujourd'hui justement au Mexique ou en Colombie. Et on est dans le même schéma de fonctionnement. Bruno, juste quand même, est-ce qu'on peut mettre des bémols? Parce que la Colombie, on la connaît bien. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous allez en Colombie, moi, ça m'avait vraiment frappé. Vous avez un circuit touristique de
de Pablo Escobar. C'est-à-dire que vous avez la maison, vous pouvez visiter la maison. Non, bien sûr. Ils ont accepté les Colombiens qui a une part qu'ils n'arriveront jamais à contraindre. Donc ils ont construit tout autour. Mais quand même, la différence, objectivement, Bruno, entre la France et la Colombie, c'est pas la corruption à tous les étages. Bien sûr qu'il y a peut-être quelques policiers parfois corrompus, des juges, etc. Mais il est impossible d'imaginer que nous sommes dans une corruption, un système politique entier corrompu. Ça n'est pas vrai. Bruno Bartocchetti, en 1 minute. Oui, je vous accorde ce que vous venez de dire. Je vous ai parlé de comparaison finalement à des étages différents, mais on est dans le même schéma, c'est ce que j'explique. On est exactement dans la même méthodologie. Bien sûr qu'on ne peut pas comparer avec la Colombie, mais nous sommes dans la même méthodologie. Et je vous répète qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer aujourd'hui qu'on pourrait parler de corruption, et pas seulement dans le rang de la police, dans le rang des magistrats, des élus, des avocats, etc. On ne pouvait pas l'imaginer il y a 15 ans. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité. Et là, ça va être beaucoup plus léger, puisque nous avons notre gagnante. Bonsoir Anna, j'allais dire Ongui et Tori, comme vous êtes originaire d'Asparin au Pays Basque. Ongui. Oh, que c'est beau Asparin. Monsieur David. Philippe, c'est plus simple. Philippe, très bien, alors allons-y pour Philippe, et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Je suis ravie. Vous avez gagné votre enceinte Bluetooth The OnePlus du fabricant américain Klipsch. Sous son look vintage en bois et métal se cachent des haut-parleurs puissants pour recréer l'ambiance d'un concert live à la maison. Noël avant la lettre. J'adore. Mais ça va être la fête au Pays Basque. J'adore. Je suis ravie. D'abord, je voulais vous dire que je suis une fidèle auditrice, et quelle que soit la nature de vos émissions, c'est un très grand bonheur de vous écouter au quotidien. Donc merci à vous tous pour la qualité de vos émissions. C'est du petit lait tous les jours, c'est génial. Et par contre, il y a un constat, c'est que avec l'âge, certaines choses ne s'améliorent pas. Et je pense que la bonne enceinte qui envoie du son, ça va être un bon compromis avant l'appareil auditif. Ça va être génial. Ah les Basques, vous êtes uniques. Merci beaucoup avec votre nouvelle enceinte. The OnePlus. Je suis réaliste. Je sais ce qui m'arrive, et alors là, l'enceinte, c'est génial. Eh bien, avec cette nouvelle enceinte, vous allez pouvoir écouter Sud Radio toute la journée, et les vraies voix en particulier, bien évidemment. Mais vraiment, je suis très très contente, vraiment. Eh bien, écoutez, je suis obligé de vous saluer en basque, à Mileshkel Ikusharte. Merci. Adichat, nous on dit en bigourdan. Allez, Adichat. Asparin, c'est pas pareil. On est cousins, allez, ça va. Merci pour ce petit clin d'œil au Pays Basque. Qu'on adore. Et continuez comme vous le faites, avec autant de bonheur, on le ressent. Vous m'avez donné une envie de chipiron à l'encre et de gâteau basque. Moi aussi, moi j'ai envie de ça, là, ça y est, j'ai trop. Et attends, est-ce que tu vois le thon sur le port de Saint-Jean-de-Luz? Le thon dans les assiettes. Non, s'il vous plaît, moi je suis pas rentré. D'accord. Vous allez rentrer dîner, pas moi. Merci beaucoup Anne, on vous embrasse et bravo encore. Merci Françoise Degois. Merci Charlie. Bonne soirée. Dans quelques instants, demain Sud Radio sera au Salon des maires et on va parler d'emploi dans les communes avec 3 maires issus de 3 petites ou grandes bourgades absolument magnifiques. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.